a su tromper nos sens. Il a parfois défié la gravité, lu dans nos pensées ou encore transformé la matière en nous envoyant sur des fausses pistes et en actionnant des écrans de fumée qui ont créé illusion et nous y avons cru. Alors certes, dans le cadre d'une performance artistique, cela ne nous inquiète pas, car nous sommes conscients à la fin qu'il y avait un truc, mais que nous ne l'avons juste pas compris. Et pourtant, c'est sans doute tous les jours que nous faisons face à des contre-vérités, à des désinformations, à des tromperies, mais là, nous n'en prenons pas toujours conscience. Car oui, les fake news font partie de notre quotidien. Ce n'est bien sûr pas nouveau. Mais aujourd'hui, avec la viralité de certaines plateformes en ligne, les contre-vérités se propagent vite et bien. Et nous en sommes tous victimes à un moment ou à un autre. Alors comment démêler le vrai du faux? Comment éviter les fausses informations? Quelles sont les techniques de manipulation et comment se prémunir de ce qu'on appelle les moisissures argumentatives? Comment éduquer aux médias? Et ainsi, comment faire qu'un jour, l'illusion ne devienne plus qu'un truc que nous n'avons pas nécessairement compris, mais que nous avons perçu. Pour répondre à cela et échanger sur le sujet des fake news, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants. Donc nous avons d'abord Dave Sheik de la chaîne Histoire Brève. Vous avez créé une chaîne YouTube qui traite d'histoire et de géopolitique. C'est ça? C'est ça. C'est parfait. Je repense ce qu'on m'a dit de dire en même temps, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. Nous avons ensuite Aude, vous êtes journaliste télé depuis 10 ans, vous réalisez des différents reportages et enquêtes et documentaires, et vous avez créé depuis 2 ans une chaîne intitulée What the Fake, qui a pour objectif de démonter des fake news. Tout à fait. C'est parfait. Décidément. J'ai bien noté ce qu'on m'a dit de dire. Et en dernier, nous avons donc Arthur Carpentier. Vous êtes journaliste au Monde au service décodeur. Vous êtes spécialisé dans le fact-checking. Vous allez nous expliquer tout à l'heure plus en détail ce que c'est exactement. Donc bienvenue à vous 3. Et la première question que je vais vous poser est assez simple. C'est vous demander de vous présenter un peu plus en détail après ce que j'ai dit et d'expliquer un peu votre lien avec cette thématique de la table ronde. J'ai décidé de combattre les fake news. Merci. Bonjour. Merci déjà pour ce débat sur ce sujet fort intéressant et assez nécessaire aujourd'hui. Donc effectivement, je suis journaliste vidéo pour le journal Le Monde. Je travaille plus particulièrement pour le service décodeur et donc effectivement un service spécialisé dans le fact-checking, l'explication, le journalisme de données. Et personnellement, je produis des vidéos sur des sujets très divers, mais qui ont en commun d'être des sujets qui ont besoin d'explications, qui ont besoin d'être démêlés. Des fois, ça peut simplement être effectivement de traiter de fake news à proprement parler, de fausses informations, les expliquer le mécanisme de leur construction et éventuellement comment ne pas se faire avoir la prochaine fois. Tout ça en essayant d'instiller une petite touche d'humour ou en tout cas de rendre ça intéressant et ludique pour faire quelque chose de sérieux sans trop se prendre au sérieux et rendre la vérification d'informations qui est quelque chose de peu attrayant relativement agréable au final. Merci beaucoup. Ouais. Ma relation aux fake news, oui. Elle est compliquée. Non, en fait, moi, cette chaîne-là, elle part d'une colère, en fait, d'une grosse colère que j'ai contre la manipulation d'une manière générale. Moi, je fais ce métier depuis longtemps et depuis longtemps, je me lève justement en essayant tous les matins d'informer au mieux. Et j'étais extrêmement jalouse il y a quelque temps de voir que des serial fakers, comme je les appelle, avaient 1000 fois plus d'audience que les journalistes en racontant n'importe quoi, étaient quelque part plus populaires. Et j'ai trouvé que c'était pas trop normal. Donc je savais pas trop quoi faire. Moi j'avais commencé à créer ce qui est maintenant une association qui s'appelle Fake Off avec des amis journalistes pour aller dialoguer en fait. Parce que c'est ça la clé finalement, c'est de dialoguer avec les gens. Quand on dialogue, il y a déjà plein de barrières qui tombent, mentales. Et du coup, moi, j'ai réfléchi à comment populariser ça, notamment après l'arrivée de Donald Trump, qui m'a posé beaucoup de questions. Et donc, c'était pas du tout mon destin d'aller sur YouTube. Je me voyais pas du tout faire ça. J'aime pas montrer ma tête. J'aime pas. Ça m'a aussi beaucoup questionné. Puis à un moment donné, j'ai senti ça un peu comme un devoir, en me disant, écoute,
à un moment donné, tu as moyen de le faire. Tu sais le faire. Il y a des gens qui se font vriller la tête tous les jours. Donc tes petits états d'âme sur oh non, j'ai pas envie de montrer ma tête, on va peut-être les mettre de côté et on va se lancer. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai démarré, sans trop savoir où j'allais. D'ailleurs, je ne sais toujours pas trop, mais je sais juste que tout part d'une colère. Si j'avais pas cette colère-là, je n'aurais jamais fait ça. Ok, merci beaucoup. Moi, du coup, j'ai une chaîne YouTube, c'est à peu près tout ce que je fais, qui parle d'histoire et de géopolitique. Alors en géopolitique, niveau fake news, on est pas mal servi. Mais moi, j'ai pas de formation en histoire du tout à la base, en fait. J'ai vraiment commencé ça parce que ça m'intéressait. Et comme beaucoup de gens qui sont pas très renseignés à la base sur le sujet, je pensais que l'histoire, c'était un bloc, une espèce de vérité continue qu'on apprend en cours et qui bouge pas. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que des sujets qui, normalement, sont acquis et tout le monde est d'accord, des gens étaient quand même pas d'accord. Et à force de creuser, j'ai fini par me rendre compte que, en fait, l'histoire aussi est soumise à plusieurs versions, plusieurs vérités, et qui des fois peuvent même expliquer du coup des infos politiques aujourd'hui qu'on nous sert de plein de manières différentes, notamment, enfin c'est un truc qui m'a valu quelques problèmes, par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud en ce moment apparemment, c'est un truc qui peut tirer ses racines il y a 60 ans, 100 ans, et le fait de creuser l'histoire comme ça et d'essayer de démêler le vrai du faux, ça permet d'expliquer aussi ce qui se passe aujourd'hui et de débunker notamment certaines fake news, et du coup c'est un travail qu'il y a à faire aussi sur Internet, quoi, parce que c'est là où prolifèrent le plus les fake news. Ok, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors justement, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, quelles seraient, si vous aviez des clés ou des bons réflexes à donner pour essayer de démêler un peu le vrai du faux et essayer de lutter un peu contre les fake news? Est-ce qu'il y a des choses qu'on reconnaît assez vite? Justement, on parlait de fact-checking tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des éléments un peu clés qui permettent de ne pas se faire trop avoir? Tu vas pour celle-là. Alors malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Ce serait super bien qu'on puisse prendre d'une info, la passer dans un truc et on sait si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a quelques attitudes, quelques réflexes à avoir et qu'on entend de plus en plus. Le premier étant, je pense, de recroiser les sources, tout simplement. Peu importe où vous voyez une information, que ce soit dans un grand média réputé, quotidien, ou sur un blog obscur du tréfonds des internets, il faut toujours recouper, aller voir si cette information a été relayée ailleurs, et également s'assurer aussi de la fiabilité de la source en question. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu des fausses informations qui partaient de sites parodiques. À peu près tout le monde connaît le Gorafi, je pense. Il y en a d'autres qui sont moins connus et des gens peuvent tout simplement prendre les infos comme des vérités sur ces sites, alors qu'il suffit dans ces cas-là, par exemple, d'aller dans les mentions légales des sites, puisqu'il y est précisé que ce sont des blogs satiriques et ça permet déjà d'éviter des problèmes sur les fake news de premier niveau, pas trop compliqué à comprendre. Moi, j'ajouterais quelque chose de fondamental qui est pas dans la plupart des articles, justement, des réinformateurs, enfin, je sais pas comment on les appelle, bref. C'est un truc tout bête, c'est le débat contradictoire. C'est-à-dire que moi, je peux pas sortir une enquête, je sais pas si maintenant vous me racontez, vous me dites, tu sais pas quoi, j'ai un dossier de malade sur Monsieur X, je peux rien sortir sans aller voir Monsieur X et lui dire, écoutez, voilà, on m'a dit ça, on m'a montré ça, droit de réponse. Et ça y est jamais. Dans la plupart des billets ou des articles, ou je sais pas, ou des vidéos, enfin bref, que ce soit complotiste ou fake news, c'est le contradictoire. C'est toujours. Moi, je trouve que ça, c'est extrêmement important et c'est souvent pas assez. Rien que ça, ça peut déjà pas mal aider. Et puis après, un truc qui va au-delà du journalisme, et là pour le coup, moi j'ai même découvert, j'ai honte de le dire, mais j'ai découvert ça il y a maintenant avec cette histoire de fake news quand j'ai commencé à m'y mettre, c'est les biais cognitifs tout simplement, et se méfier de soi-même, c'est aussi une règle de base. C'est vrai que, moi souvent je dis aux jeunes, quand tu as envie de cliquer, surtout ne le fais pas du coup. Quand spontanément ton cœur veut y aller, je pense qu'il faut justement que c'est le temps de prendre un café et de se poser tranquille 2 minutes. Non mais c'est parce qu'en fait c'est du marketing. Une fake news, c'est du marketing. C'est comme Coca où c'est emballé avec telle punchline qui est ce que les médias vous cachent. C'est ficelé de manière à ce que justement il n'y ait pas le contradictoire, mais que quand même tu arrives à lui donner du crédit. C'est un vrai produit en fait. Et ça fait appel justement à des ressorts psychologiques que tu as, qui font que tu vas être attiré
et que tu vas vouloir y croire. Et donc, quand tu te sens comme ça, hameçonné par une news, n'y va pas. Enfin, réfléchis en tout cas. Voilà. Enfin, je sais pas. Oui, mais est-ce que c'est que lié aux fake news ou est-ce qu'on a tendance aussi maintenant à essayer d'avoir des titres, par exemple, d'articles qui sont tout à fait sur des contenus qui sont vérifiés? Est-ce que c'est aussi pas un problème plus large? C'est une question, hein, je ne donne pas un avis. Oui, non, c'est d'une manière assez large en fait. Enfin, moi, c'est simplement essayer de. C'est pas forcément lié qu'aux fake news, effectivement, mais c'est d'une manière générale. En fait, personne n'a la vérité. D'ailleurs, j'aime pas ce mot-là, vérité. Ah, t'es journaliste, tu cherches la vérité. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Moi, je trouve que j'ai jamais cherché la vérité. Je trouve que je cherche les faits. Et je trouve que c'est pas pareil. Surtout, non, mais la vérité. D'ailleurs, ça aussi, c'est dans le packaging de la fake news. Nous, on va vous dire la vérité qu'on vous cache. Mais la vérité, moi, j'ai une vérité, vous en avez une autre, et pourtant, on parle de la même table. Voilà. Donc, c'est plutôt les faits. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Tu as aussi c'est notamment la forme là où l'actu peut choper un titre aguichant pour t'attirer à lire un article de fond sur des faits. Pour de la fake news, c'est tout l'article en lui-même en fait qui est fait comme ça et ça joue énormément sur les émotions. On va te parler, oui, on te ment. Enfin, c'est toujours centré sur toi pour t'inciter à rester. En fait, on te ment à toi, on te veut du mal, que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour les complots gouvernementaux, etc. Et du coup, c'est ce qui fait que, alors qu'un article qui va essayer de te proposer des infos, il s'en fout de toi en fait. Il va pas te parler de toi, il va te donner l'info et c'est tout. Et alors justement, dans le cadre de, puisqu'on est à TubeCon, est-ce que par rapport à YouTube, est-ce que YouTube a un impact encore plus fort dans le domaine des fake news? Est-ce que ça amplifie le phénomène ou pas? Est-ce que c'est parce que c'est de la vidéo? Voilà, un peu l'avis sur la plateforme, quel impact elle a, et est-ce que finalement, dernière question, j'en fais beaucoup dans une, pardon, est-ce que YouTube lutte aussi contre les fake news d'une certaine manière? Je ne peux pas répondre de manière. Enfin, je suis pas. Justement, le principe du débat contradictoire voudrait que quelqu'un de YouTube se défende ici sur le plateau. Parce que c'est pas moi qui vais trop les défendre. Je suis désolée pour eux. Non, mais déjà YouTube, les jeunes l'utilisent comme un moteur de recherche. Ça, c'est aussi ce que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne passent même plus par Google. C'est-à-dire que je veux une info sur n'importe quoi, c'est YouTube. Donc, dans le marché de l'info, l'impact, quel qu'il soit, est majeur. Parce que ça devient un moteur de recherche à part entière. Et effectivement, enfin, en tout cas à mon goût, hein, on va dire ça comme ça, YouTube n'agit clairement pas assez. Enfin, je veux dire, je sais pas moi, sur n'importe quelle thématique que je traite, j'aurais le choix de traiter 40 vidéos qui ont chacune plus de 100 000, de 100 000 vues à chaque fois. Donc effectivement, ça pose question. En fait, j'ai fait une vidéo dernièrement justement qui aborde un peu le sujet de l'algorithme YouTube. Finalement, la plateforme est faite de manière à te garder scotché en permanence. Or, les vidéos, notamment complotistes, sont celles qui vont amener quelqu'un à vouloir voir plus de vidéos et plus de vidéos et plus de vidéos. Une vidéo de fact-checking, je ne suis pas sûre que derrière, la personne ait envie de se poser 3 heures dans son canapé pour en regarder 1000. Mais une vidéo qui va te dire que la Lune n'existe pas, est-ce que ça existe, la Lune n'existe pas carrément? Je ne sais pas, c'est peut-être pas encore venu. C'est vrai? Oui, c'est un hologramme. C'est un hologramme, voilà. Je pense que la personne qui like cette vidéo va en regarder une autre qui va lui expliquer que les étoiles non plus n'existent pas et que en fait tout le monde nous ment et que machin. Et donc le système économique finalement de YouTube favorise ces vidéos-là, tout simplement parce que c'est celles qui génèrent le plus de revenus. Après, YouTube lutte quand même. Hein. Je veux pas non plus que ce soit, ils prennent des mesures régulièrement, etc., mais l'impact n'est pas massif. Force est de constater. Voilà, après... Puis le gros souci aussi, en fait, c'est la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que quand tu veux faire une vidéo de fact-checking, de débunkage, tu vas devoir faire des recherches, trouver des sources fiables, préparer ton texte à l'avance et bien présenter ça, ça te prend un certain temps. Alors que tout ce qui est justement fake news, voilà, il n'y a pas besoin de sourcer, il suffit de reprendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Et sur la semaine qui m'a pris à préparer une vidéo pour démonter un fait, il y a déjà 100 000 autres personnes qui ont fait d'autres vidéos sur ce sujet-là, justement, pour propager ce truc-là. Et au final, pour une vidéo de debunking, on en a 1000 qui propagent cette info-là, qui sont beaucoup plus simples à trouver. Et je rejoins totalement ce que disait Aude. C'est vrai que le problème, c'est ce fameux algorithme. Alors,
on le disait, on n'a pas la vérité et on ne sait pas comment fonctionne cet algorithme. On n'a pas pu voir à l'intérieur. On peut quand même en voir à peu près les conséquences. Et effectivement, je sais que moi, si je commence à regarder, par exemple, des vidéos liées à l'espace, puisqu'on a un joli parterre de youtubeurs spatiaux devant nous, je sais que je suis parti pour 3 heures où YouTube ne va me recommander que ça. Et en fait, c'est un problème qui est commun à YouTube et à tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, où la raison d'être de ces plateformes, c'est quand même de garder des utilisateurs parce qu'elles ont besoin de gagner de l'argent pour vivre, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fonctionnement même de ces plateformes crée ce qu'on appelle des bulles. On en a beaucoup parlé pendant les élections américaines. On se retrouve tous dans des bulles sans s'en rendre compte, des bulles plus ou moins dangereuses. Et le plus dangereux étant surtout de ne pas se rendre compte qu'on est dans une bulle d'information. Et du coup, on va tourner en rond, effectivement. Et quand il y a 10 ans, on lisait un blog complotiste qui nous renvoyait vers un autre blog et ainsi de suite, c'était long, c'était fastidieux. Aujourd'hui, YouTube lance la vidéo suivante immédiatement, ça ne s'arrête pas et on ne peut pas sortir de ça. Donc, effectivement, ces réseaux sociaux essayent de mettre en place des choses pour lutter contre ce phénomène, avec plus ou moins de succès, mais c'est vrai qu'ils doivent lutter avec leur nature profonde, qui est de garder les utilisateurs le plus longtemps possible. Oui, d'où le paradoxe. Oui. Alors justement, en dehors de YouTube, vous faites peut-être de l'éducation aux médias, justement aussi dans vos vidéos, vous essayez de donner les clés de lecture, alors on a parlé de recroiser les sources, voilà, d'expliquer un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'éducation aux médias? Est-ce que ça se fait mieux en ligne? Est-ce qu'il faut le faire plutôt en physique directement? Voilà, un peu votre avis sur cette thématique de l'éducation. Personnellement, ce n'est que mon avis, j'ai tendance à penser qu'il n'y a que l'éducation aux médias qui peut nous sauver des fake news, parce que ce qu'on fait, ce que nous trois faisons, c'est à la marge. Je ne vais pas dire que c'est de l'homéopathie, mais on met des pansements sur des énormes plaies, et on essaye, je pense tous, de donner des clés justement pour que les gens d'eux-mêmes puissent commencer à réussir à s'informer de manière saine, mais c'est que, je pense, par une éducation plus profonde aux médias, comment fonctionnent des médias, comment se crée l'information, comment se crée aussi l'information scientifique, puisque ça c'est aussi une grande tendance des articles scientifiques un peu sensationnalistes. Tant qu'on ne comprend pas comment l'information se crée, comment elle circule, on va inévitablement tomber, je pense, dans des pièges. Et je pense que nous-mêmes, on tombe encore toujours dans des pièges, même en étant journaliste. On se fait avoir par des fausses informations. Et il n'y a qu'avec une sorte de prise de conscience, d'éveil aux médias qu'on peut, je pense, réussir à avancer contre les fake news. Parce que des fake news, il y en aura toujours. Je pense pouvoir dire avec un certain degré de certitude que dans un siècle, si nous sommes toujours là, il y aura toujours des fake news. Je ne sais pas trop quoi rajouter sur cette question de l'éducation aux médias. Moi, je pense que c'est, en tout cas pour les journalistes aussi, une refonte totale du métier qu'il faut revoir. C'est-à-dire que je pense que peut-être la profession pendant... Alors, comme dirait l'autre, mes tweets n'engagent que moi, ou je sais pas quoi, là, c'est mon avis. Mais non, parce que des fois on me prend pour la porte-parole bref, je ne suis porte-parole de rien, à part moi-même. Non, mais en tout cas, je pense que la profession doit vraiment se repenser complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait aussi cette chaîne-là. Je ne sais pas si c'est sûrement perfectible d'ailleurs, mais en tout cas, je pense que le journalisme souffre beaucoup de cette image un peu du mâle blanc qui va débarquer en plateau et dire la vérité, que tout le monde va être censé devoir gober, etc., etc. Et il faut vraiment casser cette image-là, et ça passe aussi par sortir de ces rédactions le plus souvent possible et aller à la rencontre des gens et les faire venir dans les rédacs et c'est tout bête, mais moi je rentre dans une salle de cours et c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube, d'ailleurs ils connaissent jamais, enfin bon bref, mais
Déjà, voilà, t'es une petite nana, tu souris, tu fais une petite vanne et machin, et du coup, ça casse quelque chose. Tu rencontres vraiment quelqu'un. T'as un journaliste de Paris qui est venu dans ta classe, c'est déjà un truc, waouh, c'est la classe aussi pour toi, quoi. Enfin, c'est très bête, mais beaucoup. Et tu discutes, et en fait, tu viens pas du tout donner ta science. Moi, d'ailleurs, je considère souvent que j'ai aucune culture. Je sais juste un peu chercher, en fait, comment avoir des informations. Montre-moi ton téléphone, dis-moi ce que tu regardes, on va essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça, franchement, les gamins, ils sont hyper contents. Enfin, ça les vraiment ça. Et puis, enfin, ça les ouvre vraiment sur ce métier où ils comprennent très bien finalement la démarche de base. Et ça, il en faut beaucoup plus en fait. Et je pense que la profession, c'est pas assez rendu compte encore de ça. Et je pense qu'il y a vraiment des milliards de passerelles à essayer d'imaginer pour impliquer davantage les jeunes, etc., etc. Une des toutes petites fiertés que j'ai par rapport à ma chaîne, c'est que j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent. Ah bah je voudrais faire journaliste tout comme vous, madame. Bah c'est tout bête, mais moi je suis hyper fière de ça. Et pour le coup, ça devrait même faire partie de l'éducation à proprement parler, en fait, parce que quoi qu'il arrive, les jeunes, et même nous, on va baigner dans ce monde, on va être bombardé d'infos en permanence. Il n'y a qu'à voir, au final, quand on n'a pas les codes, c'est là qu'on se fait le plus savoir. Et de ce que je vois moi, en tout cas, les gens qui propagent le plus de fake news, en général, c'est les parents, voire les grands-parents qui ont accès aux réseaux sociaux. Oui. Et c'est vraiment ceux qui ont le moins l'habitude au final, et c'est une question d'éducation à la base, et ça devrait faire partie de l'éducation en soi, parce que ça va faire partie de notre vie, quoi qu'il arrive, en fait. Oui. Après, ça rejoint aussi le milieu de la vulgarisation scientifique aussi, qui a sa place, je pense, et qui est complémentaire de l'éducation aux médias sur ces sujets-là, pour essayer de donner effectivement les clés de lecture pour approcher ces sujets. Et justement, si vous intervenez, voilà, vous avez des réactions de jeunes et d'adolescents, du coup, régulièrement, peut-être sur vos chaînes ou en direct. Est-ce que c'est une problématique à laquelle ils sont sensibles? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'autour d'eux, on peut leur diffuser une information qui n'est pas toujours juste, ou pour l'instant, vous fréquentez surtout beaucoup de naïveté sur ce sujet-là? Ça dépend des âges, hein. Parce qu'au collège, ils sont tous trop mignons. Parce qu'en fait, ils disent mais finalement, pourquoi on nous ment? Enfin, c'est très étonnant. C'est vrai que moi, probablement, à leur âge, je me serais posé la même question. Pourquoi tu mens? Ça te sert à quoi, finalement? Et donc, des fois, ils sont un peu incrédules parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que des adultes soient si méchants pour mentir. Pardon. Mais non, mais je sais pas, en fait. Et au lycée, ça change. Au lycée, pour le coup, c'est là qu'ils commencent à virer un peu, voilà, à se faire une image de la société un peu précise, etc., à se méfier de plus ou moins de tout, ce qui est d'ailleurs sain de base. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu d'espoir. Je me dis que le doute est bon de base qu'ils ont. Il faut juste pas virer faut juste trouver le moyen de canaliser ce doute pour que ça vire pas n'importe comment. Mais c'est tout ce que je peux dire là tout de suite sur le sujet, mais c'est vrai que ça change selon les âges, quoi. Ouais. J'ai assez confiance, entre guillemets, dans les nouvelles générations qui arrivent, puisque toutes les personnes nées après l'an 2000 sont nées dans ce dont on est en train de parler. C'est pas quelque chose qui est arrivé, qu'elles ont découvert, qui ont bousculé des codes. Elles n'ont connu que ça, et du coup ces jeunes, dont je fais d'une certaine manière partie, on est né là-dedans, je pense qu'on comprend de fait assez facilement. Et des fois sur des vidéos, on a des commentaires justement de jeunes qui nous disent mais, enfin, bien entendu, c'est évident ce que vous démontez, il n'y a que les vieux sur Facebook qui y croient encore. Et je pense que d'être né sur les réseaux sociaux et de n'avoir connu que ça, je pense qu'il y a une sensibilité qui se développe assez vite. Et après, effectivement, je pense que ça dépend des âges, ça dépend de tout un chacun. Mais en tout cas, il y a un climat global qui fait que tous les jeunes aujourd'hui savent que des fake news existent. Et alors, est-ce qu'ils adaptent leur comportement? Peut-être ou peut-être pas. Mais ils ont cette info en tête, et je pense qu'ils ils ont en tout cas le potentiel de ne pas se faire avoir par ça. Ok. Et justement, puisqu'on dit que les fake news utilisent des leviers parfois un peu simplistes pour faire passer des informations, du coup ils manipulent avec des techniques, donc on peut appeler parfois des moisissures argumentatives. Il y a plein de termes pour ça. Est-ce que vous en avez quelques exemples, des anecdotes de
Des tonnes. Oui, moi j'ai un super exemple. Enfin, je sais pas si c'est super, mais c'est un exemple. Moi j'adore le label indépendant. Parce qu'en fait, je pense que si on reprend tous les fakers, entre guillemets, auxquels je me suis pris, ils sont tous indépendants. Ils se marketent comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a Wikistrike, par exemple, qui est un chercheur indépendant, qui va nous expliquer, et qui demande de l'argent, hein, parce qu'il faut financer son indépendance, évidemment, parce que, voilà, qui voit des statues néolithiques, je sais pas quoi, en Lozère. Enfin bon, j'invite ceux qui ça intéresse à regarder. Tu as Santé Plus Mag, qui est une page Facebook. C'est la cata, parce que tous les 6 mois, ils gagnent 1 million de fans. Je sais pas comment ils font, mais enfin bref. Alors eux, ils sont hyper indépendants des labos pharmaceutiques, mais le gars a un master en gestion, en fait, et puis il était cuisinier, il faisait des sushis, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, voilà son CV. Donc effectivement, il est indépendant. Donc à ce moment, enfin, c'est vraiment aussi, je pense que les gens, il faut... Et c'est pareil pour les scientifiques. Je discutais l'autre jour avec quelqu'un de vraiment passionnant, si ça vous intéresse. Il s'appelle Gérald Bronner, et c'est un sociologue et un psychologue, enfin c'est quelqu'un de très... il a écrit un bouquin, c'est le bouquin qui m'a décidé à créer ma chaîne, qui s'appelle La démocratie des crédules. Il étudie les croyances, etc. Et lui, pareil... Ah pardon, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, parce que j'étais en train de... Je cherchais le nom du livre à la base, et je l'ai trouvé, mais je ne sais plus ce que je disais. Sur les exemples... Ah oui, et oui, non, mais lui aussi disait, en fait, les gens ne croient pas les scientifiques, parce que à chaque fois, ils vont voir, bah oui, il a été financé par. Les journalistes, c'est pareil. Oui, moi, je suis financé, mes vidéos sont coproduites par France TV, etc. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu n'es financé par personne que ça vaut mieux. Et surtout, être financé par, notamment dans le domaine scientifique, en fait, il y a la reconnaissance des pairs qui est très importante. C'est-à-dire que ce chercheur indépendant Wikistrike, quand j'ai fait ma petite enquête, on m'a dit mais il est indépendant, ça veut dire qu'il est reconnu par par personne, en fait, dans la profession. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait tu sors de nulle part, en fait. C'est ça que ça veut dire, et que tu es reconnu par personne. Donc, et ça, c'est indépendant, c'est quelque chose qui revient beaucoup, voilà. Dans les autres biais sur lesquels ils peuvent jouer. Déjà, je pense que ce qui peut être intéressant aussi de noter quand même, c'est qu'on parle de fake news. Fake news, c'est quand même un terme très vague dans lequel il y a plein de choses. Et en fait, des fausses informations sur Internet, il y en a de très différentes natures. Il y a des fausses informations intentionnelles, par erreur. Parmi les fausses erreurs, les fausses informations intentionnelles, il y en a qui font ça à but économique, d'autres à but politique. Et du coup, toutes les fake news ne se valent pas, entre guillemets, n'ont pas la même origine. Et je pense que c'est pas mal d'avoir ça en tête quand même, qu'il y a des choses très différentes derrière ce terme un peu fourre-tout de fake news. Mais ce qu'elles ont en commun, effectivement, c'est certaines techniques. Et ça va y en avoir des tonnes. Ça va quand même assez souvent appeler à nos biais de confirmation, où ça va venir nous conforter dans des avis, des a priori qu'on a déjà, et des techniques. Une technique qui revient souvent, puisqu'on a parlé de science, c'est la fameuse technique du millefeuille argumentatif, qui est beaucoup utilisée sur des théories du complot ou des sujets un peu compliqués, qui consiste tout simplement à apporter une tonne d'arguments les uns après les autres, qui ne valent indépendamment absolument rien, qui sont nuls, qui ne reposent sur rien, mais comme on vous en fout plein d'un coup, la réaction assez humaine, c'est de dire bah, tout ne peut pas être faux. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe avec la Lune, avec le World Trade Center. On nous amène tellement de trucs qui ne valent rien, genre tiens, ça c'est bizarre, ah et ce truc aussi, c'est un peu étonnant, et puis lui il a dit ça, ça doit dire quelque chose. Et si on prend les arguments un par un, on se rend compte que c'est nul. Mais quand on nous envoie tout ça dans la tête, on se dit mais ouais, c'est quand même, il y a un truc quand même. Et du coup, voilà, c'est le millefeuille argumentatif, c'est balancer plein de choses pour qu'en face, on se dise, bon, c'est peut-être qu'il y a un truc. Ok. D'autres exemples, ou vous n'en avez pas d'autres anecdotes? Après, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, notamment on voit ça dans les documentaires de désinformation type La révélation des pyramides, de l'autre terre des dieux, des choses comme ça, où souvent c'est toujours un savoir qu'on va vous apporter, qu'on vous cache, et surtout c'est toujours expliqué très simplement. On va expliquer des trucs très complexes avec des notions qui ne dépassent pas l'école primaire. De temps en temps, on va vous sortir un truc un peu obscur pour quand même rappeler que c'est un truc un peu spécifique, mais c'est toujours des choses très simples et que en fait n'importe qui aurait pu trouver tout seul à la base. Et on ne sait pas pourquoi, c'est resté secret pendant des siècles, mais cette personne-là l'a retrouvé et le met à votre disposition, moyennant souvent financement. C'est un truc très courant. Ok, d'accord.
Et du coup, si par exemple vous mettez en ligne des vidéos ou des articles qui soulèvent justement, qui démontent une fake news, les réactions sont-elles toujours très agressives ou voilà où ça crée de l'échange, voilà un peu vos réactions là-dessus. C'est toujours un peu compliqué en fait parce que les fake news justement jouent sur l'émotionnel, sur le pathos, sur le personnel. Du coup, si on va expliquer à des gens qu'un truc qui les touche personnellement ou auquel ils s'accrochent est faux, même avec des arguments, en fait c'est comme leur dire que juste ce en quoi ils croient n'existe pas et la réaction souvent peut être très violente effectivement. Du coup, il faut prendre tout un tas de pincettes et même ça suffit pas au final. C'est assez compliqué d'aller parler aux gens qui ne sont pas d'accord de base. Après, je ne sais pas si pour vous en tant que journaliste c'est différent, mais en tant que youtubeur, c'est pas évident. Je suis assez d'accord et effectivement là aussi il y a deux situations. Ça va être soit quand on parle de fausses informations un peu simples, quelque chose qui a été mal compris, qui est un Donald Trump qui donne un mauvais chiffre ou je ne sais pas quoi. Là quand on va simplement effectivement dire non c'est pas ça, c'est plutôt ça. Effectivement, il y a des gens qui vont dire ok, on prend l'information, d'autres que ça va embêter parce que ça va à l'encontre effectivement de ce qu'ils croient, mais ça peut en rester là. Après, bien entendu, sur YouTube et dans les commentaires YouTube, je pense que tous les trois, on en prend toujours plein la figure pour plein de raisons. Après, ce qui est particulièrement difficile, et ça rejoint ce que disait Dave, c'est pour les personnes qui ont des systèmes de pensée, qui croient dur comme fer à des idées un peu plus grosses, beaucoup des théories du complot. Là, ça va devenir difficile parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont un ensemble de connaissances, de ce qu'ils estiment être des connaissances, une vision du monde qui est bien construite. Et si vous arrivez en disant ça en fait, ce truc sur lequel tu fais reposer toute ta vision du monde, c'est faux, c'est difficile à entendre, c'est très violent. Pour ça d'ailleurs, je recommande à ceux qui n'auraient pas vu le documentaire de Netflix, La Terre à plat, qui justement s'intéresse aux croyants, aux tenants de la théorie de la Terre plate, qui montre que c'est très difficile d'arrêter de croire que la Terre est plate une fois que toute notre vision du monde est construite là-dessus, que nos relations sociales sont construites là-dessus, parce qu'il y a aussi ça, quand on croit à une théorie du complot, on est un peu au rebut de la société, on se retrouve dans un cercle avec des gens qui pensent comme nous, on a l'impression d'avoir un savoir un peu supérieur aux autres, et donc du coup voilà, c'est vrai que quand on va à l'encontre de théories du complot, on demande à des gens de remettre en question leur vision du monde, leur relation sociale, absolument tout, donc généralement les réactions sont assez compliqué, et je pense que c'est nous à notre niveau, c'est pas possible, et en tout cas personnellement c'est pas ma mission de dire à un complotiste tu as tort, parce que je pense pas qu'on ait cette capacité. Mais ça a quand même un certain impact. Moi je trouve, en tout cas je reçois de temps en temps des messages où je vois que quelque part certaines vidéos que j'ai faites ont fait un peu bouger les lignes. Ça a quand même ébranlé un petit peu certaines croyances, etc. Des gens qui me remercient. J'ai montré ça à mon petit frère, à mon mari, parce que j'arrive plus à discuter avec lui, j'en peux plus, etc. J'ai laissé ça traîner sur l'ordinateur. J'ai vu qu'il avait regardé. On va voir ce que... Non mais... et tu sens quand même que tu... Voilà. Après, dans quelle mesure je ne sais pas si c'est massif, c'est clair, mais déjà, si ça sème des petites graines, je trouve que c'est déjà énorme, quoi. Donc après, peut-être ça va mûrir. Et plus largement, est-ce que vous ressentez un rapport finalement, parce qu'on parle souvent du rapport à l'expert aujourd'hui qui est très compliqué, il y a de plus en plus de rejets sur le rapport au scientifique, à celui qui est censé donner une information vérifiée. Alors on parlait de vérité tout à l'heure, justement c'est pas de la vérité, mais en tout cas est-ce que vous avez l'impression aussi qu'on s'oppose aussi un peu et que les fake news arrivent à passer à travers le fait que finalement on fait de moins en moins confiance à ce qu'on appelle les experts? En fait, c'est ça, c'est parce qu'il y a une espèce de cassure aussi. Alors, les fake news sont distribuées par des gens comme nous, au final, qui ne sont pas dans ce système. Ils sont hors du système et ils nous apportent cette vérité que le système nous cache. Du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, quand on se pose... Par exemple, un scientifique, un chercheur qui va vouloir débunker... par exemple, on a eu le problème avec l'homéopathie ou les vaccins. Dès qu'on veut débunker, c'est qu'on fait partie du lobby des scientifiques. Et c'est ultra compliqué quand on est dans le système d'expliquer à des gens qui voient ce système comme un truc négatif que, en fait, non, c'est peut-être les gens qui en sont hors de temps en temps qui propagent des fake news, justement. Mais surtout, il faut leur demander quelle est la preuve que je travaille pour le lobby scientifique. Ça, Trouve-la, puis...
Mais non, mais parce que, en fait, c'est ça qui me saoule, moi, c'est parler sans jamais rien apporter de concret. Alors, c'était ma toute première vidéo qui s'appelait Qui dit prouve. Et en fait, je pense que c'est aussi une logique de base. Hein, j'ai rien inventé non plus. Mais l'idée, c'est simplement que le discours complotiste, souvent, te donne plein de petits indices et de trucs, et de petits comme par hasard, et t'as vu, on va pas nous la faire à nous, etc. Mais le truc est jamais creusé. Et typiquement, je sais pas, moi, j'ai envie de... C'est vrai que j'ai encore jamais fait, mais j'ai des gens qui me disent, oui, de toute façon, t'es piloté par France TV. Ah bon ? Ben vas-y, franchement, viens me voir. Si tu veux, je te donne accès aux gens français qui bossent avec moi, puis tu vas faire ton enquête, puis tu vas me montrer. Tu vas prouver, en fait. Essaye de prouver ce que tu dis. À un moment donné, j'en ai marre de parler sans rien prouver. Non mais, et si les gens, juste eux-mêmes, acquièrent ce logiciel-là, c'est-à-dire que de toujours, de rien, de ne pas donner de crédibilité à personne sans que ce soit dûment prouvé avec des choses qui sont vraiment fiables, etc. Enfin, déjà, ça changera, je pense, pas la face du monde, mais peut-être une partie. Je suis assez d'accord avec ce problème et je piquerais bien une phrase à quelqu'un qui est dans l'Assemblée, à savoir que des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. C'est qui ? Bon. Bon. Mais en tout cas, l'idée, je trouve assez, C'était quoi assez la bien. phrase ? Des preuves, des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Ouais, tout à fait. Et effectivement, c'est souvent ce qui manque aux argumentaires des donneurs de vérité. Mais pour revenir aux scientifiques, je suis assez d'accord avec Dave qu'il y a une cassure. Et il faudrait, c'est facile à dire, mais ça me semble nécessaire de réussir à réhabiliter un petit peu ces experts, en tout cas ces experts scientifiques, puisqu'il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, effectivement, la parole des scientifiques perd en valeur, ce que je trouve dingue. Enfin, de dire ça, je trouve ça quand même assez fantastique. Et pour plein de raisons, parce qu'effectivement, les scientifiques seraient payés par les lobbies, etc. Oui, c'est arrivé qu'il y ait eu des scientifiques qui soient achetés, mais c'est mineur. Des scientifiques, il y en a des dizaines de milliers. Ils font des travaux reconnus par des pairs. C'est là, encore une fois, on revient à l'éducation, aux médias et à l'information, que justement, c'est important de faire comprendre comment la science se construit, comment les scientifiques marchent, comment s'écrit un article scientifique. Ça me semble indispensable, justement, pour réhabiliter ça. Et parce que sans ça, en plus, c'est encore une fois un des avantages des donneurs de vérité qui prétendent nous réinformer, c'est que généralement, ce qu'ils nous disent est en apparence beaucoup plus sympa que la vie réelle. Souvent, la vie réelle est un peu décevante. Souvent, ce que disent les scientifiques, c'est vrai, mais c'est un peu chiant, quoi. Alors que c'est quand même vachement plus excitant d'entendre parler de trucs un peu extraordinaires. Donc ils ont en plus ce désavantage de parfois nous dire des trucs qui sont un peu ennuyantes, quoi. C'est pas fun, quoi. Il manque de fun. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on a aussi quand on fait de la vérification d'informations. C'est que la vérification d'informations, enfin, rien que le nom me donne envie de m'endormir. C'est assez terrible. Donc c'est pour ça, je pense que tous les trois, on a une manière aussi de travailler qui est différente, mais qui a en commun d'essayer de rendre ça un peu intéressante, un peu fun. Parce que des fois, ce qu'on apporte comme info, c'est pas ouf, ça nous donne une info où on est en mode d'accord, c'est pas si exceptionnel. Du coup, on essaie de le faire d'une manière un peu ludique pour essayer de rattraper ce retard qu'on a sur les donneurs de vérité fantastiques. Et alors, avant qu'on passe aux questions du public, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si il y en a qui ont plus d'infos là-dessus. On entend parler d'une loi contre les anti-fake news en France qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous en dire davantage, qui ont des infos là-dessus ou pas ? Oula, je sens que... Si j'ai bien compris, c'est une loi qui concerne avant tout des événements politiques, parce que je crois qu'en cas d'élection, s'il y a eu des mensonges, on peut le reporter, et c'est aussi les médias traditionnels, et ça ne prend pas en compte Internet, de ce que j'ai compris, ou du moins, ça ne peut pas englober la manière dont fonctionne YouTube, en fait. Oui, c'est une loi qui est un peu bizarre, de la même manière, mes tweets n'engagent que moi. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire que pendant les 3 mois avant une élection,
en cas de diffusion d'une fausse information ou d'une information non vérifiable qui vise à décrédibiliser un acteur politique, on peut saisir un juge en référé qui, en 48 heures, peut faire déréférencer sur Internet la dite information. Et autant dire, enfin, vraiment, ce n'est que mon avis, mais les médias ont beaucoup essayé de faire presque du fact-checking en direct, notamment pendant les débats avant les élections présidentielles, etc. Et ça ne marche pas. Enfin, la fake news, du moment où elle est sortie, elle marche. Et la retirer 48 heures après, c'est arrivé 3 ans après la bataille. Elle a déjà donc, fait en soi, pourquoi pas, on peut dire que ça ne peut pas faire de mal. Après, il y a aussi toute une réflexion sur l'aspect liberté d'information, censure, etc. Mais en tout cas, en termes d'efficacité, et il y a aussi l'effet Barbara Streisand, qui est un problème plus global sur Internet, à savoir, est-ce qu'il faut censurer ces gens qui disent des bêtises et en censurant ces gens, est-ce qu'on ne prend pas le risque que du coup l'information qu'ils voulaient diffuser prenne plus d'ampleur, qu'ils s'en servent aussi en se victimisant, en mode regardez, on dit un truc, on nous empêche de le dire, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est un sujet qui est très compliqué. Et en tout cas, je ne suis pas sûr que cette loi signe les dernières heures des fake news. Et je pense qu'on en revient encore et toujours à l'éducation aux médias avant tout. Qui serait la seule solution pour faire évoluer. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet et dans mes souvenirs, un des dangers aussi majeurs de cette loi, c'était que j'ai pas révisé avant de venir ici, donc peut-être qu'elle a évolué depuis, mais je pense pas. C'était que selon des magistrats, beaucoup de juges en 48 heures seront incapables de statuer, mais du coup ça donne du crédit à la personne qui a fait la fake news en disant mais regardez, ça n'a pas été démontré que ce que j'ai dit était faux, etc. etc. Donc c'est la preuve que, enfin, il faut voir aussi la folie rhétorique qui peut aller derrière. C'est ce que ça peut générer. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, c'est pas même presque contre-productif. Enfin, c'est... Enfin, moi, j'y crois pas trop là. Ok. Ouais. Donc affaire à suivre sur la loi. Très bien, merci beaucoup. On va prendre les questions du public. Oula, ça se lève très vite. Il y en a 2. Ah oui, il y en a 3. C'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que j'ai moi-même dit une bêtise, c'était pas un philosophe grec. A priori, Euclide a dit ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et une affirmation extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires à vérifier, mais ça devrait être Carl Sagan. Voilà. Merci. Alors moi j'ai une question. Alors déjà, est-ce que vous partagez l'avis qu'on a à peu près avec Defecator, Arnaud et moi, sur le fait qu'on a plus qu'un parallèle entre les fakers et les sectes. Déjà, et de une, c'est une double question. Et du coup, quand vous luttez contre les fakes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un parallèle avec ceux qui essayent de sortir les gens des sectes? Parce que c'est exactement, c'est tout aussi compliqué et ça a tout aussi peu de résultats pour toute l'énergie qu'on y met. Déjà, j'aimerais comprendre du coup quelle est la... C'est moi? C'est toi, ouais. Le tourne pas vers l'enceinte. Non, mais du coup, quelles sont les similitudes avec une secte, juste pour rebondir? Donc, parce que c'est quoi? Ouais. Le fait qu'il y ait un gourou, ouais, faker, ouais. Le gourou faker, je vais essayer d'y aller doucement. Donc le gars qui tient son... Alors je vais pas donner des noms, mais on en connaît quand même pas mal. Donc qui tiennent vraiment tout un business autour de ça, tout un modèle économique gigantesque, et qui justement joue de l'argent des adeptes des théories du complot pour faire leur bise en fait, tout simplement, mais qui croient pas à leur propre truc en fait, mais qui en profitent énormément. Aussi le fait que tout ça repose sur des croyances en fait, et que justement comme le disait Arthur, c'est extrêmement basé sur les gens qui se construisent un monde en fait, qui se construisent vraiment une logique, mais pas basée forcément sur des faits, mais uniquement sur des croyances. Et on retrouve ça aussi dans les sectes, pardon. Ouais, c'est vrai. Je compléterais juste aussi avec un truc. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé avec ce lien avec certaines sectes et certaines croyances, c'est pas toujours valable, mais on a aussi la forme d'isolement social qui l'accompagne, le délire paranoïaque et toutes ces choses-là qui me faisaient dire que finalement, la secte qui croit vraiment un dogme complètement pété et le platiste, il y a... Ouais. Voilà.
Il y a plusieurs niveaux en fait de fake news aussi. Il y a pas parce qu'il y a effectivement les grands complots, comme tu peux aussi avoir juste le truc que ton beau-père il partage sur le président qui aurait fait je sais pas quoi. Du coup, c'est assez compliqué. Mais ouais, des fois essayer d'expliquer même avec des arguments valables à certains croyants de certaines théories du complot, tant qu'on est là-dessus. Des fois, c'est aussi compliqué que de se pointer un dimanche de Pâques pour expliquer à des croyants dans une église que Dieu n'existe pas. C'est parce que du coup, c'est un truc qui est vraiment personnel, ancré, sur lequel, comme on a dit, comme vous avez dit, on construit son monde en fait. Du coup, c'est plus par l'éducation à analyser que par la démonstration que ce qu'on croit est faux qu'on peut parler aux gens en fait, je pense. Mais oui, ils écoutent moins, c'est ça le souci. Mais comment on fait pour sortir quelqu'un d'une secte? Enfin, j'ai pas les outils, je sais pas. Ouais. Oui, j'ai un truc à dire sur tout, je sais. Alors, il faudrait aller checker la chaîne de Monsieur Sam, Oui, qui s'appelle, du coup, je crois juste Monsieur Sam. monsieur Sam. Et il est en train d'importer doucement dans la sphère francophone un truc qu'il a chopé aux États-Unis qui s'appelle l'entretien épistémologique, qui consiste non pas à demander aux gens de prouver comment ils savent ce qu'ils savent, mais de leur demander d'expliquer comment ils ont appris ce qu'ils savent, comment ils ont acquis cette connaissance. Voilà, c'est ça. Et en mettant ça en parallèle avec quelque chose auquel ils ne croient pas. Par exemple, aux États-Unis, le mec qui a inspiré Sam, lui, ce qu'il fait, il fait de la street épistémologie, il fait ça dans la rue, et il demande à des croyants d'expliquer comment ils en sont arrivés à avoir la foi. Et l'exemple qu'il prend, parce qu'il y a beaucoup évidemment de chrétiens aux États-Unis, il prend pour exemple Vishnu ou un truc comme ça, un truc auquel il ne croit pas. Il dit il y a 1 milliard d'Indiens qui croient à ça, ou il y a 1 milliard de shintoïstes qui croient à ça, etc. Toi, tu n'y crois pas, mais eux, ils sont aussi convaincus que toi, que leur Dieu existe. Eux, ils vont me sortir certains arguments que tu vas me sortir aussi, mais que tu vas considérer qu'ils sont mauvais chez eux, mais bons chez toi. Moi qui ne suis pas croyant, quel argument tu peux me donner à moi qu'un autre n'utilisera pas, chez qui tu considéreras que c'est pas juste, pour justifier que ta croyance à toi est bonne? Et quand tu creuses un petit peu ça avec ton cobaye, en général, tu arrives à un moment où il dit... Et c'est là qu'il commence en fait à se poser des questions sur ce que lui-même croit savoir ou sait ou comment il le sait, etc. Et ça donne des résultats assez intéressants. J'ai carrément pas la patience de faire ça, moi, mais... D'accord, mais c'est intéressant. En fait, En tout cas, le côté secte, effectivement, moi, perso, je fais des fois, ma chaîne fait des fois office de... C'est pas bureau des plaintes, mais c'est un peu le SOS... SOS complot, quoi. Et donc c'est vrai que moi, pour le côté isolement social, j'ai un certain nombre de personnes qui me disent qu'est-ce que je peux dire à mon mec. Alors souvent, je sais pas s'il y a des études de fait dessus, mais j'ai l'impression que c'est plus masculin, pardon, d'être dans le complot. J'en sais rien. Bon, bref, peut-être pas du tout, d'accord. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je dis que je n'en sais rien. Mais non, mais parce que j'ai beaucoup de nanas en fait qui me disent j'en peux plus de mon mec là, c'est trop tendu, il a viré sur je sais pas Diodo, souvent c'est Dieudonné, ce genre de trucs là, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et on comprend que c'est un vrai oui, que c'est un souci majeur d'isolement social. Donc je pense qu'effectivement il y a des parallèles à faire probablement. Ouais, mais malheureusement. Coup, simplement pour rebondir, on dérive un peu, on est à 2 doigts de dire que les religions sont des fake news, donc on va pas aller jusque-là, mais le parallèle avec les sectes, il y a probablement effectivement des liens à faire. C'est probablement un petit peu touchy parce que les sectes et les théories du complot sont 2 sujets extrêmement complexes. Mais je trouve que je vais vraiment passer pour un monomaniaque, mais ça nous ramène encore et toujours à l'éducation aux médias, en cela que c'est pas en disant, enfin je pense que ce n'est pas en disant un tenant d'une théorie du complot, tout comme ce n'est pas en disant à un membre d'une secte, quand tu dis ça t'as tort. C'est plus effectivement, comme dans le cas de la street épistémologie, de voir avec la personne comment est-ce que t'en es arrivé là, quels sont les raisonnements qui te mènent à ça, quels sont les biais qui te mènent à ça. Et ces biais, on peut en prendre conscience par l'éducation aux médias, le plus tôt possible, bien entendu. Je dis éducation aux médias, c'est une formule, l'éducation effectivement à l'information et juste de l'épistémologie en fait. Question suivante, et je crois que ça sera la dernière peut-être. Ah ouais. D'accord, je vais être très rapide. En fait, j'ai entendu quelque chose de très très intéressant, c'était d'enseigner des réflexes aux gens qui sont exposés aux fake news pour justement les amener à réfléchir de manière efficace pour éviter qu'ils tombent dans le piège des fake news.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a du coup quelque chose qui devrait être fait du point de vue des vulgarisateurs, d'avoir des réflexes à eux. Parce que vous savez, vous confronter aux fake news et de savoir les bons réflexes. Mais est-ce que vous avez aussi les bons réflexes pour systématiquement vous empêcher de répondre à des théories du complot en leur répondant par des faits? Et c'est là où je pense que là, on a tourné tous autour du pot. Et je me dis que cette hygiène de ne pas répondre par des faits, mais par répondre par de l'enseignement aux médias, par justement cette réflexion à avoir pour pouvoir être efficace sur la transmission, non pas du savoir, mais la transmission d'un envie d'éviter les fake news, ça, c'est pas fait dans le milieu des vulgarisateurs. Et je pense que, si possible, s'il y a certains youtubeurs qui s'emparaient de ça pour dire qu'en tant que communauté de vulgarisateurs, on a une responsabilité là-dessus, je pense que ce serait important. Je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple de prendre ces réflexes, parce que c'est quand même infiniment plus simple de balancer des vérités à la gueule des gens qui tiennent des théories du complot, mais ça ne mène à rien. Et du coup, effectivement, je pense que c'est simplement une réflexion un peu constante, d'essayer de faire preuve un peu d'empathie en fait, et se dire, voilà, ces personnes qui croient à ça, comment elles vont recevoir ce que je vais leur envoyer, qu'est-ce qu'ils font, quelles en sont là. Et un petit instant promo sur... il y a 1 ou 2 mois, on a fait 2 vidéos consacrées aux théories du complot, justement. Et plutôt que d'attaquer frontalement, et alors on avait pris l'exemple du fait qu'on n'était pas allé sur la Lune, plutôt que de dire frontalement, voilà, c'est complètement faux pour telle raison, on s'adressait plus, non pas aux tenants des théories du complot, mais aux gens qui peuvent être autour, en fait, aux proches, parce que peut-être qu'on connaît tous quelqu'un qui croit dur comme fer à une théorie du complot ou qui commence à se poser des questions. Et du coup, on a essayé de s'adresser à eux pour leur dire, essayer de leur expliquer un petit peu quel était le raisonnement justement de leurs cousins complotistes qui trouvaient un peu bizarre. Et que voilà, peut-être qu'à la prochaine réunion de famille, plutôt que de dire Germain, t'es con, on a marché sur la Lune, essayer plutôt d'être dans une démarche constructive avec lui et de lui dire Germain, explique-moi comment est-ce que t'en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a mené dans cette direction, et essayer de voir avec lui où il a pu s'égarer dans son raisonnement, et aussi se remettre en question, voir si nous, on n'a pas des réflexes un peu arbitraires qui mériteraient d'être questionnés, et prendre conscience de nos biais avant de vouloir faire prendre conscience aux autres des leurs. Est-ce que ça sera le mot de la fin, je crois, sauf si vous souhaitez rajouter quelque chose? Non. Alors, merci beaucoup à tous les 3, c'est très intéressant. Merci. On aurait envie de continuer Merci très pour longtemps. l'invitation. Merci, bravo. Ici, sur le plateau, ça enchaîne avec une table ronde qui s'appelle la fâche cachée du web, avec le roi des rats et Qu'est-ce que tu geeks. Donc, n'hésitez pas à rester. Et je dois faire la promo aussi de ce qui va se passer en salle Ellipse. Donc, c'est juste au-dessus. C'est une table ronde qui s'appelle Un pied dans le web et le reste dans les étoiles, avec Astronogeek, Hugo Lisoire, Stardust, Alice au pays des étoiles et Rêve d'espace. Donc ça, c'est là-haut. Et ce qui se passe ici, c'est la face cachée du web. Pardon. Voilà, merci beaucoup à tous. Et restez pour la suite.